Salutations chers disciples et bienvenue dans notre 92e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé La garde démoniaque du ciel et de la terre a été diffusé le 27 août 2022 et présente l'arcane suprême de la véritable forme de l'empereur du mal ainsi que la fin du combat contre Myst. Il adapte de la suite du chapitre 317 jusqu'au 320 et continue de parcourir l'excellent tome 34 du manga. Cet épisode est réalisé par Azuki Omoya pour sa 6ème participation. Sur Twitter, elle a confirmé que c'était sa dernière apparition sur la série. Cette fois, elle laisse le storyboard à Masako Sato qui revient après son excellent travail sur le 89. L'épisode ne brille pas par une animation exemplaire, mais il a le mérite de proposer un découpage plutôt généreux avec quelques belles idées de réalisation, comme des mouvements de caméra à l'aide de la 3D par exemple. La direction de l'animation est assurée par Kaori Saito qui réalise un travail plutôt homogène avec une supervision avisée de Hisashi Kagawa. Notre brave Sanda est crédité, mais en tant que cleaner cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il finalise l'animation de notre animateur tout en gardant un design cohérent. Également, nous pouvons noter de nouveaux cuts de Naoto Shishida dans l'opening, de quoi nous mettre l'eau à la bouche pour la bataille finale. Allez, il est temps d'analyser cet épisode où nous assistons à la fin de Myst et à la démonstration de la toute-puissance de Vern. C'est parti. L'épisode débute tandis que Myst pénètre dans l'esprit de Yonkel pour s'emparer de son corps. L'éminence grise révèle ainsi qu'il avait prévu depuis le début de s'emparer de l'enveloppe charnelle du bellâtre. Comme aucun corps ne pouvait supporter l'aura des ténèbres sur le long terme, il a entraîné Yonkel à développer les arcanes ténébreux. Dans le manga, ces flashbacks étaient symbolisés par un arrière-plan derrière Myst dans le plus pur style de Koji Inada. Le BG n'aura donc jamais été plus qu'un objet pour l'ancien légat. Alors que la sinistre créature rigole sournoisement, un gros plan sur ses yeux nous est proposé. Dans la case originale, un travail particulier sur les ombres avait été réalisé. C'est l'un des rares plans dans lequel on pouvait vraiment bien voir ce qui servait de visage à Myst grâce aux nuances de gris. Le corps de Yonkel commence à être possédé. Ses yeux blanchissent tandis que son corps est d'une aura violette. Serait-il en train d'apprendre l'ultra ego de Vegeta ? Dans le manga, on ne voyait pas du tout cette aura. Cependant, on avait droit à un magnifique gros plan sur le visage du guerrier immortel. Son teint de peau reprenait le ton hâlé particulier utilisé sur Mystmam durant les chapitres précédents. D'ailleurs, nous ne l'avions pas précisé dans la dernière review, mais le choix de ce thème off dans l'anime est sûrement une référence à la couleur de peau de Jade quand elle est possédée dans Dragon Quest XI. Contrairement à Mam qui avait été une enveloppe temporaire, il compte détruire l'esprit du BG pour s'emparer définitivement de son corps. Les proportions de Myst ont bien été retranscrites et on peut voir à quel point il fait passer l'âme de Yonkel pour une petite chose fragile en comparaison de son énorme corps. Mais contre toute attente, l'ancien légat est incapable de détruire l'âme du guerrier immortel. Une aura de lumière intense nous enveloppe et nous aveugle. Les deux planches du manga nous montraient le talent de Koji Inada qui maîtrisait complètement ces effets de lumière. On pouvait ainsi ressentir toute la puissance de l'aura de Yonkel et l'incroyable quantité d'énergie accumulée. En réalité, ça fait bien longtemps que le BG avait compris qu'il serait la cible finale de Myst. Il avait donc astucieusement concentré son aura pour le détruire de l'intérieur. Ici, le teint de peau de Yonkel semble être légèrement hâlé et bien plus proche des intentions d'origine. On dirait qu'ils ont établi une sorte de code couleur pour différencier l'état du corps possédé et celui de l'âme. Quoi qu'il en soit, le regard posé et calme de Yonkel face à son adversaire est très bien retranscrit et reprend avec perfection la planche de base. Le BG en toute modestie lui révèle qu'il a eu un pressentiment. Mais bien sûr... Tu as oublié à qui tu avais affaire, Myst. J'avais tout prévu depuis le début. Tu croyais que mon quotient intellectuel était de 9000 ? Pauvre imbécile. Je suis bien plus intelligent que ça. L'aura de lumière de Yonkel annihile complètement le corps de Myst. Dans le manga, l'explosion finale disposait d'un effet graphique assez particulier et le style était ensuite repris en arrière-plan derrière le BG. D'ailleurs, dans cette planche, les derniers restes de l'aura de Myst étaient symbolisés par de la fumée blanche qui s'évapore, comme s'ils avaient été entièrement enveloppés par l'aura de lumière. Dans cette adaptation, la brume reste tout simplement violette. Et c'est enfin terminé. La grande épopée entre le professeur et son ancien élève est finie. Ironiquement, Myst sera mort dans le corps de celui qu'il avait élevé pour devenir sa marionnette. Une douce musique nous accompagne tandis que Maître Avan souhaite aider son disciple à se relever. Yonkel lui demande ce qu'il est vraiment à ses yeux et le maître lui répond qu'il est toute sa fierté. Ici, le guerrier immortel se relève, là où il restait agenouillé dans la planche originale. Ces deux pages étaient splendides, et empreintes d'une symbolique forte comme le fait que les personnages baignent dans la lumière. Yonkel a toujours été un personnage tourmenté souhaitant expier ses péchés. La fierté de son maître marque peut-être ce qui se rapproche le plus de son absolution.
En quelques instants, Yunkel réussit à conclure son long chemin de croix, que cela soit du côté de son maître des ténèbres ou celui de la lumière. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 317 du manga. Bon, tout cela est très touchant, mais en attendant, l'empereur du mal est toujours en vie. L'adaptation nous propose quelques secondes durant lesquelles il demande à Dai d'être patient avant de continuer à combattre. A l'origine, ce passage était plus loin dans le manga et il n'y avait pas de coupure qui nous faisait passer de Dai à la coterie. Ils ont sûrement utilisé ce passage pour créer une courte transition avec la scène suivante. De son côté, Mam se réveille et est accueilli par Maître Avan. Le manga nous présentait le mentor avec un flou du plus bel effet qui a bien été repris dans cette adaptation. La jeune femme reste endolorie et la case d'origine nous présentait sa douleur avec un petit effet graphique sur sa poitrine. Alors qu'elle pense que c'est le maître qui a vaincu Myst, celui-ci s'apprête à lui révéler la vérité. Mais Yunkel lui demande de garder le secret en imitant Cristiano Ronaldo. Il ne veut pas que Mam comprenne les liens qui l'unissaient avec Myst. Le maître joue le jeu, même s'il précise que c'était un travail d'équipe. Dans la case originale, Avan était accompagné d'un arrière-plan particulier qui illustrait la légèreté du personnage. Quant à la Budoka, malgré la victoire, son cœur reste lourd suite à la mort de Pop et de Maître Brokina. L'ancien héros se met alors à siffloter, ce qui était marqué par une petite note de musique dans la case originale. On pouvait voir la jeune femme chercher autour d'elle au travers de son regard. Des effets de traînée derrière les personnages illustraient le mouvement de sa tête. Et oui, à notre grande surprise, Pop et Maître Brokina sont encore vivants, et Mam tire une sacrée tronche. Son design reprend avec merveille l'œuvre originale pour notre plus grand plaisir. Le magicien est pépère en train de se faire soigner et le regard de la jeune femme reste impossible à discerner grâce à un jeu d'ombre sur son visage. La case de base utilisait aussi cet effet avec un fond noir, on sentait le calme avant la tempête. Avan explique alors que c'est lui qui les a sauvés avant de se transformer en Kilvern. Dans la case de base, ces explications étaient marquées par un flashback en arrière-plan. L'adaptation nous proposait des plans fixes pour accompagner le flashback d'Avan. Ces explications nous ont toujours un peu laissé sceptiques. On se demande bien pourquoi Pop et Maître Brokina s'étaient mystérieusement évanouis à ce moment-là. Ou alors Maître Avan nous cache quelque chose. C'est toujours le mec aux lunettes le traite d'habitude. Bref, je m'égare un peu. C'est dommage de ne pas avoir de plan plus travaillé pendant ces explications pour les rendre plus digestes. Cela avait été fait auparavant, comme par exemple lorsqu'il avait expliqué comment il a émis du sable dans son gant contre Kilvern. Pop a l'inconscience de provoquer Mam et lui demande même si elle tire la tronche parce qu'elle aurait préféré le soigner elle-même. D'ailleurs, dans la case de base, il cherchait encore plus les ennuis car sa demande était accompagnée d'un petit cœur. C'est la provocation de trop pour Mam qu'il lui faut une bonne raclée. Les plus observateurs auront pu tiquer sur les proportions de la poitrine de Mam lors de son travelling. La pauvre a pris quelques bonnets d'un coup. Le plan suivant est assez marrant avec la réaction de l'ensemble des protagonistes suite à la déculottée infligée par la jeune femme. Dans le manga, on pouvait voir quelques bulles de texte mais on ne savait pas qui les disait. Nous avons désormais la réponse. Crocodile qui demande à la jeune femme de se calmer et Maître Brokina dépité d'avoir utilisé des soins pour rien. En parlant de soins, les herbes médicinales ne font aucun effet sur Im. On se demande bien comment il pourrait les avaler sans système digestif. Il demande à Chu s'il ne connaît pas des sorts de soins et Laura lui annonce fièrement son incompétence. Malgré l'utilisation d'un arrière-plan humoristique qui tente de reprendre la direction de base, notre pauvre rongeur a été défiguré. Nous allons mettre ça sur le dos du très caricatural à ce moment, même si la case originale était franchement plus réussie. Pas le temps de niaiser, la rarte se déleste d'une épaulière pour se mouvoir plus rapidement et demande au reste de l'équipe de l'accompagner pour aider son maître. Encore groggy suite au traitement de sa dulcinée, le pauvre Pop demande un peu de répit. Dans l'œuvre originale, le chevaucheur des terres était fatigué par ses enfantillages et on pouvait voir un petit soupir blasé. Quant à Crocodile, il trouve que Mam y est allé un peu fort et que c'est une curieuse façon de montrer sa joie. Mais ça n'a pas vraiment l'air de marcher, le pauvre Pop se fait encore taper dessus alors qu'il demande de se faire soigner. Le guerrier dragon garde son sérieux. Ceux qui ne sont pas en état devraient éviter de se confronter à Vern. Bizarrement, Crocodile se sent directement visé. Mais il souhaite voir l'issue de cette terrible bataille, même si Yunkel confie que personne n'aurait envie de se confronter à un si terrible adversaire. Pop demande alors à la rarte ce qui le pousse à vouloir combattre. Dans l'adaptation, on peut voir Mam soigner le magicien même si on pouvait le deviner dans la planche originale. Il n'y avait pas d'effet magique particulier et on a la confirmation que c'est bien elle qui l'a requinqué avant le dernier combat. Le chevaucheur des terres confirme qu'il fera tout pour aider Dai, y compris utiliser son corps comme bouclier. C'est également ce que le reste de l'équipe a en tête. Même si personne ne pense pouvoir faire le poids, chacun est prêt à se sacrifier et Dai aura besoin d'un nombre conséquent de boucliers. Une musique héroïque nous accompagne dans cette décision et l'ensemble des combattants nous est présenté dans un plan large. La page disposait d'une ambiance singulière et on sentait bien que c'était la dernière ligne droite pour la coterie. Il est à présent temps de retrouver Dai et Leona face au terrible Vern. L'expression de visage du dieu du mal troublera peut-être certains fans de la série. Ici son faciès est assez fermé, tandis que dans le manga il affichait à ce moment un petit sourire sûr de lui qui lui donnait une prestance incroyable. L'empereur décompte les secondes et Dai pense être la cible d'un sort. Mais non,
C'était juste une petite blagounette. En fait, c'est juste le sort de soin de Léona qui fait enfin effet. Ici, l'effet graphique est localisé sur son torse et sous forme d'une sphère, et la couleur verte permet de comprendre facilement que c'est une magie de soin. Dans le manga, l'effet entourait l'ensemble de son corps comme une aura, et en l'absence de couleur, on ne pouvait pas savoir ce qu'il se passait. C'est d'ailleurs là-dessus que se terminait le chapitre 318. En l'absence de colorimétrie, la réaction de Léona et le sourire de Vern, on ne savait pas du tout si Dai était en train de subir les effets d'une nouvelle technique. Certes, l'anime fait disparaître un moment de suspense, mais nous sommes dans une adaptation. Pour garder un rythme fluide, il est préférable de créer une continuité logique. Le chapitre suivant commençait avec un Dai magnifiquement blanchi par les effets de la magie. Il comprenait immédiatement que ses forces lui étaient revenues. Une musique sinistre résonne tandis que Vern explique qu'étant donné que Dai était encore sous l'effet des blessures causées par l'aura des ténèbres, son corps ne pouvait pas être guéri par le béoma de la princesse. Rien qu'avec le teint du héros et la couleur de ses yeux, l'empereur a pu calculer en un éclair quand son corps allait pouvoir recevoir l'effet de la guérison. Il est sûrement plus intelligent que Yunkel. Si Vern n'a pas attaqué Dai immédiatement, c'est parce qu'il souhaite le battre sans qu'il ne souffre de handicap. Léona prend cela comme une forme de prétention, mais elle se trompe complètement. Le dieu du mal lui lance alors un regard qui fait froid dans le dos. La princesse est totalement pétrifiée. La direction artistique rappelle le résultat du regard de Lon Beruk lors de son combat face à Zaboera. Et c'est de toute beauté. Le manga n'était pas en reste et le zoom sur son œil foutait bien la pression. Mais il faut toutefois avouer que le travail d'adaptation semble encore plus oppressant. L'empereur explique ce qu'il a derrière la tête. Étant donné qu'il ne pourra pas utiliser l'arcane du gel du temps avant plusieurs siècles, il veut pouvoir s'amuser autant que possible. Dai comprend pourtant ce qu'il peut ressentir. Quand on est au sommet, on peut parfois se sentir bien seul. Toute excuse est bonne à prendre pour se divertir. Le plan sur le dieu du mal est d'ailleurs assez anecdotique à ce moment, probablement une des faiblesses de l'épisode sur ce personnage. Heureusement, l'équipe se rattrape avec un meilleur esthétisme de profil tandis qu'il jure à Dai qu'il lui fera vivre un enfer. De plus, l'empereur est certain que le jeune garçon finira par accepter sa nature de guerrier. Malgré son amour de l'humanité, il reste un chevalier dragon dont l'épanouissement ne passera que par le combat. Le jeune garçon conjure à la princesse de s'éloigner. Dans la case originale, un plan particulier accompagnait la jeune fille pour marquer sa peur de voir son héros être changé par ce combat. Heureusement, Dai la rassure, il restera toujours celui qu'elle a connu. L'équipe utilise un beau mouvement de caméra grâce à un décor modélisé en 3D. Ceci permet de tourner à 180 degrés autour de Dai et de comprendre ce qu'il doit protéger et affronter d'un seul coup d'œil. Le sol commence à vibrer et les deux adversaires se toisent du regard. L'épisode arrive en quelques secondes à nous délivrer une ambiance solennelle. Dans l'œuvre originale, ce passage était ponctué par 4 incroyables pages. Dans les deux premières, les adversaires se faisaient face avec gravité, et les suivantes nous présentaient le visage fermé des combattants qui allaient débuter le combat final. Vern continue de provoquer Dai. Comme il n'a pas utilisé son vrai corps depuis des siècles, il ne se souvient même plus de sa propre puissance et pourrait bien terminer le duel en un instant. Dans cet épisode, la localisation est différente de la version française de Tonkam. Ici, le héros dit à Vern qu'il ne joue pas au combat car ce n'est pas son genre. Et dans la traduction de Fédois Lamaudière, il demandait à Vern d'arrêter de faire son intéressant parce que ça ne lui va pas. Ce qui change pas mal la dimension de l'échange. Notre héros invoque Raiden pour envelopper son épée de foudre. L'équipe a décidé de reprendre le plan en contre-plongée et de garder la même direction que dans le manga. En revanche, le plan dans lequel il tient son épée de face est moins réussi. À la planche originale, la boule d'électricité sur l'épée était plus imposante et donc plus impressionnante. Tout comme son combat contre Adlar, Dai utilise son fourreau pour charger sa magie au maximum. C'est la technique qu'il a trouvée pour simuler un Gigadein et qu'il ne maîtrise pas encore. D'ailleurs, dans la case de base, une petite bulle illustrait l'effet réalisé par le fourreau. On regrettera la position de Dai dans l'épisode, qui est bien loin de la classe initiale du manga. Son visage à ce moment était aussi incroyable de détermination. Sans être raté, les plans de l'épisode font pâle figure en comparaison du matériel d'origine. Il faut dire qu'à cette époque, le trait de dessin de Koji Inada était vraiment à son summum. L'anime lui propose un design beaucoup plus simple. Nous avons droit tout de même à un magnifique gros plan sur l'empereur du mal, tandis qu'il prépare sa technique ultime en prenant la pose. Ses bras bougent lentement avec élégance pour marquer sa maîtrise absolue. Un effet de latence est appliqué pour illustrer cette lenteur. C'est sur cette chorégraphie que se terminait le chapitre 319 du manga. Il s'agit de l'ultime technique de Vern, le Tenchi Mato, traduit ici en garde démoniaque du ciel et de la terre. Malheureusement, les traits de l'empereur sont assez disgracieux à ce moment et ne rendent pas hommage à la planche originale. La réaction apeurée de Dai reste toutefois assez fidèle. Quant au travelling sur Vern, à défaut d'être renversant, il reste efficace. Dans le manga, la case verticale correspondant à ce travelling présentait Vern sans ses pupilles. Cela le rendait encore plus menaçant, dommage que ça n'a pas été repris. Léona ne trouve pas cette posture très impressionnante, mais au vu de la sueur sur le visage de Dai, elle comprend qu'elle doit être redoutable. Dans le manga, un zoom sur l'œil de la princesse illustrait ses réflexions sur la pose de l'empereur. Le terrible adversaire confirme à Dai que son Giga Strash est bien la technique à adopter pour espérer gagner. Mais sera-t-elle à la hauteur ?
Allez, plus le temps de reculer, Dai dégaine son épée. Ici, il la lève vers le ciel avec un beau plan vu de hauteur. Dans le manga, cela semblait plus vif et il dégainait beaucoup plus rapidement et sans esbrouf. Notre héros s'élance et un zoom sur son œil nous régale. Malheureusement, il est étrangement représenté en train de courir vers Vern. En plus de lui donner un côté un peu ridicule, ce n'est pas du tout fidèle au manga. En effet, comme lors des autres attaques de ce type, Dai s'élance et ne court pas, ce qui en plus de lui donner une vitesse fulgurante lui offre une posture incroyablement charismatique. De plus, la case originale présentait une forme d'aura autour de Dai pour marquer sa vitesse, ce qui a aussi été retiré ici. Le plus étrange dans tout ça, c'est que sur le plan de face, Dai semble s'élancer comme dans le manga, mais au final il se retrouve à courir. L'enchaînement de cette scène manque malheureusement de cohérence. Contre toute attente, l'attaque de Dai n'a aucun effet sur Vern. Il stoppe net le coup avec un Phoenix Wing, puis frappe Dai avec un Calamity Hand, pour finir sur un Kaiser Phoenix. L'animation est propre et efficace, la colorimétrie est splendide et la chorégraphie des attaques est soignée. Et quel plaisir d'entendre Takehito Koyasu prononcer le nom de ces techniques. Dans le manga, un énorme bruit de métal sourd marquait l'arrêt de la lame de Dai, à tel point que ce son prenait littéralement la moitié de la case, alors qu'ici l'effet sonore est assez minimaliste. La réaction sur le visage de Dai sur le Calamity Hand est également largement diminuée. Le Kaiser Phoenix était quant à lui présenté de face comme pour mieux nous mettre dans la peau du héros. Dans cet épisode, l'oiseau de feu est tellement magnifique qu'on peut difficilement redire quelque chose sur le résultat. Pendant toute la confrontation des deux adversaires, nous pouvons entendre une magnifique nouvelle musique de Yuki Hayashi. Encore un thème très entraînant qui accompagnera à merveille le moment de bravoure de notre petit héros. En conclusion, sans être raté, l'exécution de l'arcane suprême du dieu du mal aurait pu être bien meilleure. En revanche, mention spéciale pour le visage de Leona, qui est encore plus expressive que dans le manga devant un tel carnage. Elle en reste bouche bée tandis que le héros tombe inconscient. Le Gigastrash n'a provoqué qu'une simple égratignure sur la main de Vern, qui se régénère immédiatement. Dans le manga, on ne voyait que la légère blessure à ce moment et pas sa régénération. C'est intéressant de l'avoir intégré, mais cela va provoquer un faux raccord. Nous y reviendrons. Comme un bon méchant qui se respecte, Vern se voit obligé de nous expliquer le secret de sa technique. Le Tenchimato est une technique ultime constituée de 3 arcanes différents. Le ciel représente l'attaque, son Calamity Hand. La terre avec le Phoenix Wing représente la défense, qui lui a permis de bloquer l'épée de Dai. Et pour finir, le démon représente la magie, où il achève son ennemi avec un Kaiser Phoenix. C'est ce nouveau corps qui lui permet d'effectuer ces 3 actions en même temps. Lorsqu'il était un vieillard, il ne pouvait en faire que 2. La princesse réalise à quel point la différence de niveau est stratosphérique. Le dernier boss peut non seulement attaquer 2 fois de suite, mais aussi se protéger. C'est évidemment un énorme clin d'œil à l'univers Dragon Quest, dans lequel la plupart des derniers boss attaquent plusieurs fois l'équipe dans un seul tour. L'un des plus traumatisants était Zoma de Dragon Quest III, qui a enchaîné des grosses mandales et des magies de zone. Le scénariste du manga Riku Sanjo expliquera alors ce choix dans la préface du tome 34. Quand je joue au RPG, rien ne m'énerve plus qu'un ennemi qui enchaîne plusieurs attaques en un tour. Si ce sont 2 coups de puissance moyenne, encore ça peut passer. Mais quand un boss nous sort plusieurs techniques ultimes d'affilée sans avoir le temps de souffler, il y a de quoi péter un plomb. Je me suis demandé si je ne pouvais pas retranscrire cette sensation dans mon manga. L'empereur se dirige lentement vers la princesse. Il lui caresse le visage et profite de sa terreur. La sensation de peur est vraiment bien retranscrite et le traitement de Leona est sans doute l'un des points forts de cet épisode. Par contre, il y a un petit souci de faux raccord. Et oui, mon cher Jamy, comme dans le manga, on peut voir la main de Vern dégager de la fumée due à la régénération de sa main. C'est tout à fait logique dans les cases de base, mais le problème c'est que sa main a déjà été régénérée il y a quelques instants dans cet épisode. Donc il ne devrait plus y avoir de fumée. Et oui, mon cher Jamy. Ceci dit, dans le manga, même si on ne voyait pas de fumée au début comme dans l'anime, la main de Vern était déjà régénérée lorsqu'il expliquait les arcanes du Tenchimato. On peut donc dire qu'il y avait déjà aussi un faux raccord dans le manga lorsqu'il se dirigeait vers Leona. Le dieu du mal continue de jubiler devant l'effroi de la princesse. La case de base était satisfaisante et arrive à nous transmettre les émotions de la jeune femme. Dai se relève et hurle à Vern de la laisser tranquille, ce qui laisse l'empereur de glace et semble d'ailleurs l'amuser. La scène qui suit est assez étrange. En se relevant, Dai semble aller pour le mieux. Il n'a aucune expression de douleur sur le visage alors qu'il est censé souffrir le martyre. Mais le pire est quand il subit le contre-coup de l'attaque. Le sang gicle et le garçon semble surpris. Son expression de visage dans le manga était infiniment plus marquée et ce passage sera sans aucun doute une terrible déception pour beaucoup d'entre nous. De plus, dans l'œuvre originale, on pouvait voir également une partie de l'épaulette être sectionnée. Alors certes, il n'y a pas eu de censure sur le sang et on peut s'en réjouir, mais l'émotion n'est pas à la hauteur. Le sentiment d'effroi qu'on pouvait ressentir à ce moment a complètement disparu. Et c'est bien dommage. L'épisode se termine tandis que Vern indique que son Calamity Hand peut traverser Draconicora sans aucun problème.
et il promet alors à Dai de lui rendre tous ses coups au fur et à mesure de la confrontation. L'épisode utilise encore une fois un mouvement de caméra en 3D, ce qui donne un résultat plutôt satisfaisant à l'ensemble de la scène. Notre héros a-t-il encore une chance de vaincre le dieu du mal? Nous verrons cela la semaine prochaine. Cet épisode était évidemment très attendu par les fans, et force est de constater qu'il ne sera pas au goût de tous. La longue destinée de Yunkel est enfin terminée, et il a pu conclure sa quête de pardon auprès d'Avan. Même si certains pourront trouver la conclusion du combat intérieur contre Myst un peu rapide, elle reprend fidèlement le contenu du manga qui était également un peu abrupt durant ce passage. On sera tout de même surpris par les couleurs utilisées dans l'épisode. Yunkel dispose bien d'un teint hâlé à l'intérieur de lui-même, comme dans le manga, mais il garde une peau mauve à l'extérieur lors de sa possession. Cela a le mérite d'être cohérent avec les choix opérés sur Myst Mam. L'humour autour des scènes entre Pop et Mam a été bien retranscrit. Malheureusement, le pauvre Chu a pris très cher au niveau de son design. La star de l'épisode reste évidemment le Tenchimato de Vern. Le résultat est graphiquement intéressant et esthétique, mais n'a pas suffisamment repris certains éléments clés, comme l'arrêt brutal et bruyant de l'attaque de Dai ainsi que sa réaction lors du Calamity End. Il y a tout de même de très bons points, notamment le superbe Kaiser Phoenix et la terreur de Leona adaptés à la perfection. Et nous finissons sur une mauvaise note avec la plus grande déception de cet épisode, le faciès de Dai lors de sa blessure à l'épaule. Graphiquement le résultat est propre, mais très peu d'émotions se dégagent de la scène, là où le traumatisme et le désespoir auraient dû se lire dans son regard. En conclusion, sans être mauvais, l'épisode subit de plein fouet sa comparaison avec le matériel d'origine et n'a pas réussi à combler toutes nos attentes. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Cette 92e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner du courage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.